Ils trouvèrent un taxi pour les Halles, dînèrent dans une brasserie ouverte toute la nuit. En entrée, Bruno prit des roll-mops. Il se dit que maintenant, il pouvait se passer n'importe quoi. Mais tout de suite après, il se rendit compte qu'il exagérait. Dans son cerveau, oui, les possibilités restaient riches. Il pouvait s'identifier à un surmulot, une salière ou un champ d'énergie. En pratique, cependant, son corps restait engagé dans un processus de destruction lente. Il en était de même du corps de Christiane. Malgré le retour alternatif des nuits, une conscience individuelle persisterait jusqu'à la fin dans leur chair séparée. Les roll-mops ne pouvaient en aucun cas constituer une solution. Mais un bar aux fenouilles n'aurait pas davantage fait l'affaire. Christiane demeurait dans un silence perplexe et plutôt mystérieux. Ils dégustèrent ensemble une choucroute royale avec des saucisses de Montbéliard artisanales. Dans l'état de détente plaisante de l'homme que l'on vient de faire jouir, avec affection et volupté, Bruno eut une pensée rapide pour ses préoccupations professionnelles qui pouvaient se résumer ainsi, : quel rôle Paul Valéry devait-il jouer dans la formation de français des filières scientifiques ? Sa choucroute terminée, après avoir commandé du Munster, il se sentait relativement tenté de répondre « Aucun ». « Je ne sers à rien, dit Bruno avec résignation. Je suis incapable d'élever des porcs. Je n'ai aucune notion sur la fabrication des saucisses, des fourchettes ou des téléphones portables. Tous ces objets qui m'entourent, que j'utilise ou que je dévore, je suis incapable de les produire. Je ne suis même pas capable de comprendre leur processus de production. Si l'industrie devait s'arrêter, si les ingénieurs et techniciens spécialisés venaient à disparaître, je serais incapable d'assurer le moindre redémarrage. Placé en dehors du complexe économique industriel, je ne serais même pas en mesure d'assurer ma propre survie. Je ne saurais comment me nourrir, me vêtir, me protéger des intempéries. Mes compétences techniques, personnelles sont largement inférieures à celles de l'homme de Néandertal. Totalement dépendant de la société qui m'entoure, je lui suis pour ma part à peu près inutile. Tout ce que je sais faire, c'est produire des commentaires douteux sur des objets culturels désuets. Je perçois cependant un salaire, et même un bon salaire, largement supérieur à la moyenne. La plupart des gens qui m'entourent sont dans le même cas. Au fond, la seule personne utile que je connaisse, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire ? Bruno réfléchit, tourna un moment son morceau de fromage dans son assiette, à la recherche d'une réponse suffisamment frappante. Il a créé de nouvelles vaches. Enfin, c'est un exemple, mais je me souviens que ses travaux ont permis la naissance de vaches génétiquement modifiées, avec une production de lait améliorée, des qualités nutritionnelles supérieures. Il a changé le monde. Moi, je n'ai rien fait, rien créé. Je n'ai absolument rien apporté au monde. Tu n'as pas fait de mal ? Le visage de Christiane s'assombrit. Elle termina rapidement sa glace. En juillet 1976, elle avait passé 15 jours dans la propriété de Diméola, sur les pentes du Ventoux, la même où Bruno était venu l'année précédente avec Annabelle et Michel. Lorsqu'elle l'avait raconté à Bruno cet été, il s'était émerveillé de la coïncidence. Immédiatement après, elle en avait ressenti un regret poignant. S'ils s'étaient rencontrés en 1976, alors qu'il avait 20 ans et qu'elle en avait 16, leur vie, avait-elle pensé, aurait pu être entièrement différente. À ce premier signe, déjà, elle reconnut qu'elle était en train de tomber amoureuse. Au fond, reprit Christiane, c'est une coïncidence, mais pas une coïncidence stupéfiante. Mes comptes-parents appartenaient à ce milieu libertaire, vaguement beatnik dans les années 50, que fréquentait également ta mère. Il est même possible qu'ils se connaissent, mais je n'ai aucune envie de le savoir. Je méprise ces gens, je peux même dire que je les hais. Ils représentent le mal, ils ont produit le mal, et je suis bien placé pour en parler. Je me souviens très bien de cet été 76. Diméola, le père, est mort 15 jours après mon arrivée. Il avait un cancer généralisé et plus rien ne semblait l'intéresser vraiment. Il a quand même essayé de me draguer, j'étais pas mal à l'époque, mais il n'a pas insisté. Je crois qu'il commençait à souffrir physiquement. Depuis 20 ans, il jouait la comédie du vieux sage, initiation spirituelle, etc., pour se taper des minettes. Il faut reconnaître qu'il a tenu son personnage jusqu'au bout. 15 jours après mon arrivée, il a pris du poison, quelque chose de très doux, qui faisait son effet en plusieurs heures. Puis il a reçu tous les visiteurs présents sur le domaine, en consacrant quelques minutes à chacun. Le genre mort de Socrate, tu vois. D'ailleurs, il parlait de Platon, mais aussi des Upanishads, de Lao Tse, enfin le cirque habituel. Il parlait aussi beaucoup d'Aldous Huxley, rappelait qu'il l'avait connu, retraçait leurs entretiens. Il en rajoutait peut-être un peu, mais après tout, il était en train de mourir, cet homme. Quand mon tour est venu, j'étais assez impressionné, mais en fait, il m'a juste demandé d'ouvrir mon chemisier. Il a regardé mes seins, puis il a essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas bien compris. Il avait déjà un peu de mal à parler. Tout à coup, il s'est redressé sur son fauteuil, il a tendu les mains vers ma poitrine. Je l'ai laissé faire. Il a posé un instant son visage entre mes seins, puis il est retombé dans le fauteuil. Ses mains tremblaient beaucoup. De la tête, il m'a fait signe de partir. Dans son regard, je ne lisais aucune initiation spirituelle, aucune sagesse. Dans son regard, je ne lisais que la peur.